il y a quand même des gens sur cette planète qui pensent que Totoro est un ange de la mort. Mon voisin Totoro. Comme d'habitude, ce qui a été indiqué dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoiler, parce que vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Mon voisin Totoro est l'histoire d'une famille qui va emménager dans une toute nouvelle maison qui est, d'après certaines personnes, hantée, et c'est là qu'ils vont se rendre compte que leur voisin est une sorte de créature magique de la forêt qui s'appelle Totoro. Je vous l'avais dit il y a quelques temps sur la chaîne, c'est que j'avais vraiment envie de parler d'anciens films plutôt qu'uniquement traiter d'actualité. Cette semaine, j'avais vraiment pas d'inspiration, j'avais pas envie de me taper des heures de série, j'ai pas vraiment le temps. Entre trouver un master, lancer progressivement la chaîne secondaire, j'avais vraiment pas envie de rester 10 heures devant une série ou aller au cinéma voir un film qui est sorti en France il y a 4 semaines. Donc je me suis dit, mais de quel film je pourrais traiter, et j'ai lancé Netflix et en gros j'avais Mon voisin Totoro et je me suis dit... oui. Pour ceux qui ont raté la grosse actu, c'est que Netflix a acquis les droits de diffusion des films Studio Ghibli partout dans le monde, sauf aux États-Unis, au Japon il me semble. Du coup, le 1er février ont été ajoutés 7 films des Studios Ghibli, le 1er mars seront ajoutés 7 autres et le 1er avril les 7 derniers. Normalement, il y aura toute la filmographie Ghibli sur la plateforme et c'est le moment idéal pour parler de ces films. J'ai envie de parler de tous les films des Studios Ghibli, donc il y aura certaines critiques, je pense, comme celle-ci, vraiment où je vais parler que d'un seul film. Et il y aura sûrement des vidéos groupées où je parlerai de plusieurs films en même temps. Mais l'idée c'est que je fais cette vidéo là uniquement si ça vous intéresse. Si ça fait 2000-3000 vues, c'est vrai qu'il n'y a pas grand intérêt pour vous ni pour moi. Du coup, si c'est un format qui vous intéresse de parler de plus anciens films, bah dites-le moi dans les commentaires. Et le meilleur moyen de me faire savoir que vous avez kiffé cette vidéo, c'est de la partager et que ça fasse des vues. Mon voisin Totoro est un film qui est sorti en 1988, réalisé évidemment par Miyazaki, qui est le grand papa des studios Ghibli, qui a une filmographie maintenant de plusieurs dizaines de films, et qui dit qu'il a pris sa retraite chaque année avant de ressortir un nouveau film. Vraiment, je crois que ces 10 dernières années, il a dit qu'il allait prendre sa retraite juste après son prochain film, et il en a sorti plein d'autres. Donc oui, c'est un mec qui est quand même inspiré, c'est un mec qui bosse dur, et le fait de le voir ne jamais aller prendre sa retraite, ça montre bien que c'est quelqu'un de passionné. Donc c'est un film qui a fait il y a plus de 30 ans maintenant. À l'époque où le studio était pas vraiment connu, ils avaient vraiment du mal à financer des projets. Il me semble qu'ils avaient un contrat pour faire Mon voisin Totoro et Le tombeau des lucioles. On parlera sûrement du tombeau des lucioles sur la chaîne. Déjà, ça montre qu'ils peuvent très bien traiter d'une comédie d'enfants et un drame assez brutal. Au début, je vais vraiment parler de ce que j'ai apprécié dans le film, comme d'habitude, et en spoiler, je vais parler vraiment de la symbolique, parler vraiment du message que j'ai réussi à retirer de ce film. Film que je n'ai pas vu depuis une bonne dizaine d'années maintenant, mais je l'ai revu pour cette vidéo, et c'est vrai que j'ai vraiment plein de choses à dire. Évidemment, le premier truc que tu vois quand tu regardes Totoro, c'est le style de l'animation. On est dans les années 80, on est sur un style d'animation où les arrière-plans sont fixes et presque immobiles la majorité du temps, sauf quand la nature intervient. Ce sera d'ailleurs l'une des thématiques importantes du récit, la place de la nature dans ce film-là. Mais sinon, ce qui nous attire vraiment l'attention, c'est les animations des personnages, surtout des deux petites filles, qui bougent avec beaucoup d'énergie, qui ont vraiment ce plaisir de l'enfance, et ça aussi, c'est la grosse thématique du film. C'est l'enfance, c'est l'innocence, et comment gérer ces drames. On en parlera en spoiler évidemment. Mais j'aime beaucoup parce que c'est des gamines qui sont, contrairement à nos versions occidentales des enfants, elles font la gueule. Elles gueulent aussi littéralement, elles pleurent, elles sont fragiles, mais en même temps elles s'amusent, elles rigolent, elles courent, elles ont beaucoup d'énergie, et ça se voit beaucoup dans l'animation de une, mais aussi dans le jeu d'acteur. Alors j'ai vu le film en VO cette fois-ci, je l'avais vu en VF à l'époque, et c'est vrai qu'il y a une vraie énergie qui se dégage, c'est vraiment très bien joué je trouve. Alors oui, je parle pas japonais donc je sais pas, mais en tant que quelqu'un qui parle pas japonais, j'ai trouvé ça très énergétique, et c'est vraiment l'énergie que tu ressens durant tout le film, c'est l'énergie de l'enfance, c'est la joie de l'enfance. Miyazaki a toujours dit d'ailleurs que le moment le plus heureux de la vie d'une personne, c'est l'enfance, parce que c'est le moment où on a le moins de problèmes dans une vie. Donc vraiment, quand t'as ces deux petites filles qui courent à droite à gauche et la majorité des autres personnages sont assez statiques, le père par exemple il fait que bosser, il bouge très peu, ça renforce vraiment le dynamisme du conte, et ça a vraiment plein d'implications importantes sur la suite de l'histoire, parce que ce dynamisme là, ce manque de patience peut aussi devenir un problème. En plus de voir un film qui est magnifique, on a quand même un film qui est assez intéressant au début, parce que je me rappelais pas vraiment de l'élément déclencheur du film quand je l'avais vu à l'époque. Je me suis dit il y a un truc qui va avoir lieu, qui va vraiment tout changer, et au final quand tu regardes bien le film, il n'y a pas de méchant, il n'y a pas vraiment un élément qui change tout, tout va être dans la symbolique, tout va être dans le mental des personnages, de leur évolution psychologique et de comment gérer les soucis qu'ils ont, surtout du point de vue des enfants. Et c'est pour ça que la famille sera vraiment la pièce centrale du récit et va être représentée par plein de différents éléments du film. J'adore parce qu'en plus du côté artistique, de l'animation, il y a aussi cette fabuleuse musique qui est beaucoup mise en avant lorsque Totoro est présent. Et c'est vrai qu'encore une fois, quand j'ai vu le film gamin, pour moi Totoro était là durant tout le film, mais au fait pas du tout. Sans rentrer en spoiler pour ceux qui l'ont pas vu, Totoro est au
final très peu présent, mais ça m'étonne pas qu'il soit devenu quand même une icône du studio pour ce qu'il représente et on en parlera en spoiler. Cette histoire qui n'a pas vraiment d'élément déclencheur, elle va raconter plein de choses concernant l'enfance, concernant la famille, concernant la nature, concernant toutes ces choses-là, et j'aime beaucoup les différents personnages qui sont dans le récit, que ce soit la mère des enfants, que ce soit la grand-mère, que ce soit le petit voisin, ils ont tous une place importante parce qu'ils vont tous jouer un rôle familial et ils vont vraiment accueillir cette famille dans leur nouvelle maison. J'adore parce que comme à une époque avant la télévision, on parle encore de télégramme, on parle de téléphone où tu dois uniquement entendre avec une seule main sur une oreille. C'est une époque qui fonctionne bien pour le Japon parce que c'est quand même avant l'industrialisation ou du moins l'urbanisation massive du Japon. Il y a de moins en moins d'endroits comme ça au Japon et c'est vrai que là tu as un aspect beaucoup plus rural au Japon qui est à l'écart quand même de toute modernité, même si tu as des références à Tokyo de temps en temps. Tu vois que le père va tous les jours bosser à Tokyo, mais au final cette histoire est intemporelle parce qu'elle est figée dans une époque où il n'y a pas d'urbanisation, il n'y a pas vraiment de technologie, ou du moins il y en a très peu, il y a à peine de l'électricité. Donc ça permet vraiment au récit d'être honnête, d'être vraiment dans un conte pour enfants qui va marcher pour toute époque et pour toujours. Donc ce côté idyllique, je pense que tout le monde peut s'y identifier, tout le monde peut un peu l'envier de temps en temps, partir au calme dans une prairie, se reposer un petit peu, donc ça vraiment c'est quelque chose que tu envies. Et quand tu vois ces enfants là, bah tu ressens vraiment le bonheur de l'enfance et à quel point c'est beau d'être un enfant dans la nature, s'amuser, avoir un ami gigantesque qui est une sorte de gros doudou, bref. Ça permet au film d'être un film qui sera raconté à vos enfants, aux enfants de vos enfants, etc. Et c'est vrai que même s'il se passe pas grand chose durant le film, qui dure 1h30 à peu près, ça raconte énormément de choses. La symbolique est très présente et c'est vrai que je ne m'y connais pas du tout en folklore japonais, en mysticisme japonais. J'y connais rien du tout, mais quand tu vois des statuettes de renards par exemple, quand tu vois un peu la thématique des esprits de la forêt, ces fantômes qui sont bienveillants pour le coup, les enfants disent souvent que la maison est hantée, ils sont toujours excités, ils sont heureux, ils sont contents, mais ça ne veut pas dire que je m'y connais et que je peux vraiment décrire le symbolisme derrière ça, parce que je m'y connais pas assez en religion, en folklore japonais pour m'y intéresser et vous donner une bonne analyse. Une chose est sûre en tout cas, c'est que des Américains vont sûrement se demander pourquoi est-ce qu'il y a un papa qui prend sa douche tout nu avec ses deux enfants alors qu'il aurait pu la prendre tout seul. Bref, c'est une petite blague à ce sujet-là pour montrer vraiment la différence des cultures et pour dire sûrement que Totoro a plein d'autres choses à raconter dont je ne suis pas expert et que je ne peux pas commenter. Pour conclure, Mon voisin Totoro, c'est un film qui est extrêmement émouvant au final, qui raconte beaucoup de choses sur l'enfance, sur la famille, sur la nature. On va évoquer tout ça en spoiler évidemment, mais c'est vrai que c'est un film qui est extrêmement bien fait, qui montre bien la nature par l'animation, qui a une musique extrêmement mémorable, qui a un caractère design très réussi, qui a une vraie texture aux créatures du récit et qui au final raconte une histoire intemporelle qui est un symbole de soulagement mais aussi de protection et de famille. Avant de passer en spoiler, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir grâce au lien Utip ou en faisant un don ou en regardant une publicité, ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et on spoil. Commençons avec la famille, on voit bien que c'est la pièce centrale du récit parce que tout le monde a un lien plus ou moins familial, qu'il soit de sang ou même symbolique par rapport aux deux enfants. Si on prend le père, on voit bien qu'il doit s'occuper de sa femme qui est malade, qui est atteinte apparemment de tuberculose. C'est ce que j'avais lu au sujet du film, c'est que c'était inspiré de la mère de Miyazaki qui elle était atteinte de tuberculose. Et du coup ce père-là qui a du mal à gérer sa famille parce qu'il est trop occupé à travailler, il oublie de faire le déjeuner à ses enfants mais jamais on lui en veut parce qu'ils comprennent tous qu'il est occupé, qu'il doit nourrir sa famille. Il est un peu tête en l'air, il voit pas le temps passer, du coup ça montre vraiment à quel point c'est difficile d'être un parent seul. Et donc on voit bien à quel point c'est une figure qui est essentielle au développement de la famille. Et lorsqu'il s'est passé peut-être quelque chose à ce personnage-là, lorsque les enfants attendent le bus, t'es extrêmement inquiet parce que tu vois vraiment que les enfants, sans leur mère qui est malade et qui risque peut-être de mourir, et le père qui ne revient pas à l'arrêt de bus, forcément tu ressens la même inquiétude que les enfants et t'as juste envie que les enfants aient une figure paternelle ou maternelle qui les protège, d'où évidemment l'arrivée de Totoro, mais on va en parler juste après. La mère évidemment est malade, ne peut pas s'occuper des enfants, mais elle a quand même une relation avec eux par lettre. Il y a cette scène qui est extrêmement touchante où elle peigne l'une de ses enfants et la petite fille se voit en sa mère. Elle a déjà un côté maternel, elle a déjà envie de protéger surtout sa sœur et elle est souvent frustrée par rapport à sa petite sœur. Donc la mère c'est une figure maternelle qui est extrêmement peu présente mais qui essaie quand même d'être là et qui aimerait être là mais malheureusement pour des causes naturelles elle ne peut pas. C'est là que la grand-mère d'à côté va venir
venir un peu prendre la place d'une mère, dont il n'est pas forcément extrêmement efficace parce qu'on voit justement ramener Mei à l'école de Satsuki et tu te rends compte que là la grand-mère n'était pas suffisante pour remplacer une maman et qu'elle a quand même besoin de sa sœur. Du coup le côté maternel de la sœur est encore revenu en force et ça montre bien que si il se passe quelque chose à l'un des parents, la gestion de la famille risque d'être très difficile. Parce qu'au final même Satsuki ne peut pas toujours être présente parce qu'elle est à l'école, elle se fait plein d'amis, elle peut pas vraiment être toujours là pour sa sœur. Et c'est là qu'intervient la figure familiale du récit avec Totoro qui représente d'un côté cette figure protectrice de réconfort et de l'autre côté la nature. Il suffit de regarder à chaque fois les scènes où Totoro intervient. Pour moi la scène du bus elle est évidemment culte mais c'est une scène qui représente parfaitement l'idée du film. C'est que les deux petites filles sont extrêmement inquiètes de ce qui va arriver à leur père et Totoro arrive, fait des blagues avec la pluie, fait de la musique, les réconforte énormément et c'est ça que Totoro va faire durant tout le film. À chaque moment où il y a un moment d'inquiétude, un moment de peur, Totoro va se ramener, va les faire rigoler, va les faire danser, va les faire sourire. Le père lui aussi le dit, c'est que pour se protéger des esprits, qui là sont une métaphore du chagrin, de la douleur, il faut rigoler. Et c'est ce que Totoro fait très bien, il fait rigoler les petites filles constamment. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup Totoro, c'est que c'est un symbole de réconfort au final. C'est d'ailleurs aussi une raison pour laquelle avoir une poupée ou une peluche Totoro, c'est évident, parce que dans l'idée du film, ça représente la protection, le réconfort. Et c'est ce que tu as envie d'avoir pour un enfant, parce qu'un enfant, ça connaît le réconfort. Mais plus il grandit, plus il connaît la douleur. On le voit avec Mei qui a l'impression qu'on lui cache la vérité. À un moment dans le film, elle pense qu'on lui ment, elle pense qu'on lui cache la vérité à propos de la mère, à propos de la gravité de sa maladie. Du coup, il faut un Totoro pour qu'il se sente mieux. Il faut cette figure protectrice qui fasse du bien. C'est pour ça que lorsque Mei disparaît, évidemment, on est tous inquiets qu'il s'est passé un truc grave, qu'elle soit noyée ou qu'elle soit vraiment perdue. Et les revoir justement toutes les deux, au final, ça donne une très belle fin au film parce que ça montre que l'enfance, c'est quelque chose de beau et qu'il faut la protéger et en même temps combattre les sentiments négatifs, les sentiments qui chagrinent et juste être là à un moment aussi crucial d'une vie d'une personne, c'est-à-dire l'enfance, une période qui te définit énormément. Et de l'autre côté, l'une des manières de se protéger du chagrin, c'est donc le côté protecteur de Totoro, mais aussi l'apport à la nature, le fait d'aimer l'environnement dans lequel on vit. Le père remercie l'arbre de Totoro en disant merci de nous accueillir, merci de nous protéger. Donc il y a tout un aspect spirituel et un aspect communion avec la nature qui revient énormément dans les films du studio Ghibli. Je sais plus trop ce que j'ai à dire par rapport à ça, mis à part que la course-poursuite avec Totoro au début et Mei était magnifique. Il court un peu à droite à gauche, c'était une scène absolument fantastique. Elle tombe même dans un ravin en mode Alice au pays des merveilles. Il y a plein de choses qui reviennent sans arrêt comme le rire, le fait de grogner, le fait de faire peur, le fait d'avoir peur aussi, le fait de penser qu'on nous cache quelque chose, le fait de ne pas nous dire la vérité, l'aspect familial, comment gérer une famille, à quel point c'est difficile. Bref, Totoro, vraiment, c'est un film qui, au premier abord, peut paraître assez simple parce qu'il n'y a pas grand chose qui s'y passe. Mais pour moi, c'est un chef-d'œuvre d'animation de loin et le fait de redécouvrir ce film aujourd'hui, ça m'a remis une grosse claque parce que je me rappelais du film comme un film vraiment câlin, un film, je le mets sous ma couette et je kiffe. Et c'est vraiment ce que j'ai eu, genre 10 ans plus tard, et c'est un film absolument fantastique. Un chef-d'œuvre d'animation, un chef-d'œuvre de cinéma, rien à dire. C'est un classique et ceux qui n'ont pas vu Totoro, dites-leur d'aller voir Totoro, foncez sur le film. Alors oui, ça peut paraître un peu différent aujourd'hui parce qu'il n'y a pas vraiment d'éléments déclencheurs, il n'y a pas vraiment d'intrigue méchant, etc. Mais c'est l'aspect câlin du film qui est essentiel, c'est l'aspect protecteur, c'est l'aspect réconfort. Et franchement, si vous regardez même la fin du film où tu vois vraiment la famille qui est de nouveau de retour en mode générique de fin, la mère qui est soignée, un nouvel enfant qui apparaît, c'est trop mignon. Et tu vois encore une fois, chose extrêmement essentielle au film, Totoro n'interagit jamais avec les adultes ou avec quelqu'un d'autre que les enfants. Donc toutes les théories sur le fait que Totoro n'existe pas, sur le fait que Totoro est l'imagination, ça se tient parce que c'est la symbolique des esprits, c'est la symbolique de la lutte et du réconfort. Donc pour moi que tu prennes le film au premier degré en mode il y a vraiment un Totoro ou que tu prennes le film au second degré, ça passe très bien. Du moment que tu ne penses pas que Totoro est un ange de la mort, entre nous il n'y aura aucun problème. Quel bonheur de faire des critiques d'anciens films parce que tu as le film sous les yeux, tu peux l'analyser, tu peux revoir des scènes, tu peux vraiment avoir plusieurs grilles de lecture. C'est pas une critique à chaud où tu sors du cinéma, faut faire la critique, t'as pas les extraits, t'as pas le temps, ta mémoire te fait faille. Là, ta mémoire te fait pas faille, t'as vu le film il y a quelques minutes et tu peux revoir des scènes en boucle. Enfin bref, j'ai passé un super moment à faire cette critique et je vous promets en tout cas de nouvelles critiques, que ce soit sur l'actualité ou sur d'anciens films. Mais encore une fois, si vous avez aimé cette critique, il faut me le dire et il faut partager à fond. Et encore une fois, mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de Totoro. Avez-vous adoré? Avez-vous détesté? Avez-vous vu une autre symbolique au film? Tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir gratuitement grâce au lien Utip ou en faisant un don ou en regardant une publicité, ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram.
Instagram pour des critiques exclusives. Suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.